Aldo, le géant et l'aspirateur. Ce matin-là, Aldo écoute la radio quand il entend soudain un appel. « Au secours! À l'aide! Je me noie !» Vite, il court chez son oncle Emo. « Oncle Emo, viens! Je crois que quelqu'un a besoin de nous. » Tous deux enfourchent aussitôt leur aspirateur volant. « Regarde, Aldo, une inondation. » Ouf! Vous avez capté mon appel. Je n'en pouvais plus de pédaler pour avoir du courant. Je n'y comprends vraiment rien. Hier encore ne coulait ici qu'une paisible petite rivière. Viens, aspirateur, nous allons survoler la région. Nous découvrirons peut-être d'où vient toute cette eau. Regarde, Aldo, là en bas, ce géant s'est endormi juste en travers de la rivière. Hé, monsieur le géant, réveillez-vous. Vous empêchez la rivière de couler vers la mer. Oh, pardon, j'ai dû rouler dans la rivière en dormant. Je rêvais que je me trouvais dans mon bain. Croyez-moi, quand on est aussi grand que moi, ce n'est pas facile de trouver un endroit où dormir. Venez avec moi, monsieur le géant. Mon oncle Emo, le magicien, vous arrangera ça en un clin d'œil. Baguette magique et boule de cristal, faites-moi plaisir et, à mon signal, rendez à ces eaux un aspect normal. Ah, si je pouvais moi aussi être tout petit, je pourrais enfin dormir en paix. Accepteriez-vous de m'aider? Ne vous tracassez plus, je vais faire bien mieux. Grâce à ces chapeaux, vous aurez désormais le choix. Le petit vous rapetissera et le grand vous fera grandir. Vous changerez de taille selon les situations. Je vous remercie, oncle Emo. C'est vraiment gentil à vous. Quelquefois, il est agréable de se sentir petit. Mais d'autres fois, c'est sûrement utile d'être grand. Grâce à vous, mon problème est résolu. Allons, Aldo, rentrons. Nous avons bien travaillé. Au revoir, monsieur le géant. Au revoir, mes amis, et merci encore. Aldo, les souris et l'aspirateur. Par un bel après-midi d'été, la princesse vient voir son ami Aldo. J'aimerais bien me promener. Où pourrions-nous aller? Montez sur mon aspirateur, princesse. Je vais vous faire découvrir un endroit fort insolite. Voilà, c'est le dépotoir de la Lune. Oh, Aldo, que d'objets étranges. On se croirait au marché. Regardez, princesse, nous venons de traverser un morceau de fromage géant. Il doit être tombé de la Voie lactée. Oh, j'aperçois la Lune. Est-elle aussi en fromage? Nous allons le demander. J'ai un ami qui y vit. Princesse, je vous présente l'homme de la Lune. Mes hommages, princesse. Puis-je vous offrir une tasse de thé? Que de souris il y a chez vous. C'est terrible. Elles vont vous grignoter toute votre maison. Oui, elles se sont mises à tout dévorer depuis qu'il n'y a plus de fromage sur la Lune. Attention, aspirateur! Les souris en veulent à ton tuyau. Oh, il les aspire. Ne va-t-il pas les blesser? Non, il les recrache. C'était une leçon. Les imprudentes ne l'importuneront plus. Aldo, ton aspirateur vient de me donner une idée. Te rappelles-tu le morceau de fromage géant? Si nous y transportons les souris, elles pourront de nouveau manger à leur faim. Bonne idée, princesse. Attrapons-les et mettons-les dans un sac. Là, il y en a encore une, Aldo. Voilà qui est fait. Attendez-moi ici, princesse. Je ne serai pas long. Mon aspirateur va se dépêcher. Dis, Aldo, j'espère que ces pauvres souris n'ont pas le mal de l'air. Quick, quick, au secours! Voilà les souris, bon appétit! Quick, le délicieux fromage! Merci, Aldo! Viens, héros, nous rentrons. C'est l'heure du thé. Et vous, les souris, gare aux indigestions. Voilà, les enfants, régalez-vous. Quel bon goûter et quel joyeux après-midi j'ai passé. Le fantôme du capitaine Bones. Dans un tout petit village de pêcheurs situé sur la côte anglaise,
se dressait jadis une vieille auberge à l'enseigne du Corbeau. Par un chaud après-midi d'été, Pip, le neveu de l'aubergiste, était assis sur le seuil. À l'intérieur, son oncle discutait avec un étranger, tandis qu'à la terrasse, 3 pêcheurs étaient paresseusement installés autour d'une table. Pip écoutait avec attention le récit que faisait l'un d'eux. « Bones, qui s'appelait, racontait l'homme, capitaine William Bones. Il attirait les bateaux pour qu'ils viennent se fracasser sur les rochers. Ensuite, il assassinait tout l'équipage et emportait la cargaison. Ils l'ont pendu il y a 100 ans. Il est enterré au cimetière du village et on dit que son fantôme erre parfois la nuit quand la lune est pleine. » « Quelqu'un l'a-t-il déjà vu ?» osa lui demander Pip. « Bien sûr !» affirma le plus grand des pêcheurs. « Moi, je l'ai vu, comme je te vois. Il portait encore autour du cou les chaînes qui le retenaient. » Et l'homme éclata d'un rire sinistre. « Attention, Pip, car il pourrait bien revenir ce soir. Il y a pleine lune. » Les 3 pêcheurs vidèrent leur bière et s'en allèrent. Pip rentra à l'échoppe. L'étranger, lui aussi, était parti et l'aubergiste balayait la salle. Le garçon nettoya les tables, puis il éteignit toutes les lampes et monta dans sa chambre. « Bonsoir, oncle Ted !» cria-t-il à l'aubergiste, qui lui souhaita à son tour la bonne nuit. Un peu plus tard, couché dans son lit, Pip écoutait le bruit des vagues qui venaient s'écraser sur les rochers. Un rayon de lune entrait par la fenêtre et le garçon ne parvenait pas à fermer l'œil. Au bout d'1 heure, il sauta hors de son lit et se rhabilla. Puis, il sortit de sa chambre en se laissant glisser le long de la gouttière. Sitôt dans la rue, il courut vers le cimetière dont il escalada le mur. À ce moment précis, une chouette ulula et un nuage passa devant la lune. Pip, un peu impressionné, se faufila entre les antiques pierres tombales tout en déchiffrant les inscriptions. Finalement, il découvrit ce qu'il cherchait. Dans un coin reculé du cimetière, une grande tombe était entourée d'une grille. Sur la pierre, on avait gravé « Capitaine William Bones ». À ce moment, la lune réapparut et Pip pressa son visage contre les barreaux pour tenter d'en apercevoir davantage. Mais soudain, la grille s'ouvrit et le garçon roula à l'intérieur de l'enclos. Comme il se relevait péniblement, il entrevit quelque chose qui brillait dans la pâle lumière de la lune. C'était un gros bouton de cuivre planté à l'avant de la tombe. Pip tira dessus de toutes ses forces. La dalle bascula en grinçant, laissant apparaître un escalier de pierre. À peine le jeune garçon s'y était-il engagé qu'une chauve-souris sortit de l'obscurité. Pip sursauta, mais il continua de descendre prudemment les marches glissantes. Tout à coup, la lourde porte se referma avec un bruit sinistre. Plongé dans le noir, Pip n'y voyait plus goutte. Lorsqu'il atteignit la toute dernière marche, il entendit le bruissement des vagues. Et un peu plus loin, il vit briller la face ronde de la lune. L'escalier secret débouchait au cœur d'une grotte dont l'ouverture était masquée par un gros rocher. Inquiet, Pip regarda la mer à ses pieds. Il allait probablement devoir rentrer à la nage. Soudain, il aperçut une lumière. Un canot arrivait dans sa direction. À l'avant se tenait un squelette, des chaînes autour du cou et une lanterne à la main. C'était le fantôme du capitaine Bones. Un instant, Pip demeura cloué au sol, les cheveux dressés sur la tête. Mais il se ressaisit et se glissa derrière un rocher. Le bateau, conduit par 2 personnages habillés de blanc, accosta et le fantôme sauta sur la plage. Après avoir lancé un coup d'œil autour de lui, il se dirigea tout droit vers la grotte. Pip essaya en vain de se dissimuler. Il tremblait des pieds à la tête.
squelette se rapprochait dangereusement de lui. Brusquement, il tendit une main blanche et attrapa le garçon par l'épaule. « C'est moi, Bones, » grinça-t-il. « Le capitaine Bones. Que fais-tu donc sur ma plage ?» Sans dire un mot, Pip prit ses jambes à son cou. Il traversa la grotte, puis fila vers l'escalier. Plusieurs fois, il glissa et tomba. Mais, sans souci de ses genoux ensanglantés, il continua désespérément à grimper. L'affreux fantôme du capitaine Bones le suivait à quelques mètres seulement. Ses lourdes bottes claquaient sur les marches et ses chaînes cliquetaient horriblement. Le garçon, essoufflé, poursuivait sa montée. Mais qu'allait-il faire en haut? L'issue était bel et bien fermée, il le savait. Le fantôme s'était encore rapproché et hurlait « C'est moi, Bones, le capitaine William Bones, le pirate, l'assassin, le pilleur d'épaves !» Mais, juste comme il attrapait Pip par le bas de sa veste, la porte de la tombe s'ouvrit et le garçon découvrit avec surprise son oncle Ted, un groupe d'hommes armés et l'étranger de l'auberge. Le fantôme jura, tourna les talons, puis détala sans demander son reste, tandis qu'une main puissante saisissait Pip par le bras et le tirait à l'extérieur. « Viens, gamin, tu es sauvé. Laisse-nous passer. Il faut que nous capturions ce fameux capitaine Bones. » L'étranger fit un signe, et les hommes le suivirent dans l'escalier. Pip s'assit sur le sol. Son cœur affolé battait la chamade, et il était aussi blanc que son poursuivant. « Calme-toi, Pip, » le rassura son oncle. « Ce n'était pas un fantôme, il s'agit d'un contrebandier. Et cet étranger qui causait avec moi est un douanier. Cela fait des semaines qu'il recherchait cette bande de brigands. » Un peu plus tard, les 5 hommes revinrent en traînant 3 prisonniers. 2 d'entre eux étaient camouflés sous des draps blancs, tandis que le 3e arborait un drap noir sur lequel était peint un squelette. Lorsque le douanier dévoila le soi-disant fantôme, Pip reconnut aussitôt le pêcheur qui lui avait raconté l'histoire du capitaine Bones. Le garçon et son oncle rentrèrent à l'auberge. Pip, épuisé, monta dans sa chambre, où il s'écroula sur son lit. Tandis qu'il enlevait ses chaussures, l'oncle Ted vint soigneusement fermer la fenêtre. « Ainsi, dit-il en riant, tu ne sortiras plus aussi facilement. » Mais Pip n'avait plus la moindre envie de quitter l'auberge. À peine eut-il encore le temps d'entendre crier une mouette par-dessus le fracas des vagues. Un instant plus tard, il dormait déjà très profondément. Le peintre de chats. Il y a très longtemps, dans un petit village perdu au creux des montagnes du Japon, vivaient un fermier et sa femme avec leurs nombreux fils et filles. Ils étaient si pauvres que tous les enfants devaient aller travailler la terre dès leur plus jeune âge. Mais le dernier né, appelé Camille, était trop petit et trop faible pour aller peiner dans les champs. Alors, comme il était intelligent, ses parents décidèrent d'en faire un moine et ils le conduisirent au temple. Camille apprit facilement la science des moines, mais il possédait un défaut. Il préférait peindre des chats plutôt que d'étudier. Il en peignait même là où il ne fallait pas, par exemple sur les marges des livres saints, sur les paravents des chambres, sur les murs et les piliers du temple. Bien que les moines le lui défendissent, Camille ne pouvait pas s'en empêcher, car il était né artiste. Il vécut ainsi au temple et étudia pendant 7 longues années. Mais un jour, le supérieur le fit venir et lui dit « Nous ne pouvons pas continuer à t'instruire, Camille. Jamais tu ne feras un bon moine. Tu deviendras peut-être un grand artiste, mais il te faut quitter le temple. Avant de partir, écoute mon conseil et retiens-le bien. La nuit, fuis les trop grands lieux, une humble chambre vaudra mieux. » Mais Camille ne comprit pas ce que le supérieur voulait dire.
Il rassembla ses maigres biens, puis il quitta le temple. Il ne savait vraiment où aller, ni que faire. Il ne pouvait revenir chez ses parents, trop misérables pour le nourrir. Alors, il se souvint du temple de Mikoto, à une dizaine de lieues de là. Peut-être les moines accepteraient-ils de l'accueillir. Plein d'espoir, il se mit en route. Hélas, personne n'indiqua à Camille que le temple avait été fermé. En effet, quelques mois plus tôt, un énorme rat y avait fait irruption au crépuscule et la communauté avait fui les lieux terrifiés. Depuis ce soir d'épouvante, une centaine de courageux guerriers s'en étaient allés combattre le rat géant, mais aucun n'en était revenu. À l'heure où Camille arriva à Mikoto, la nuit était déjà tombée et tout paraissait silencieux. À l'extérieur du sanctuaire, une rangée de joyeuses lanternes dorées brûlait. Les gens, effrayés, disaient que c'étaient les lampes des démons, allumées par le grand rat maléfique pour attirer les voyageurs à l'intérieur. Ignorant tout cela, Camille gravit les marches du temple et entra. Il ne vit personne, mais il était si fatigué qu'il s'assit sur le sol en attendant que l'on vienne. Il remarqua bientôt que les dalles étaient recouvertes d'une épaisse couche de poussière et que des toiles d'araignée pendaient des piliers. Si les moines refusaient de le prendre comme novice, il se ferait embaucher par eux pour faire le ménage. Cette idée le fit sourire et il se sentit encore plus heureux quand il découvrit dans le temple quelques paravents blancs, une boîte remplie de pinceaux et un petit bol d'encre. Camille travailla pendant des heures, faisant naître sur les hauts paravents une multitude de chats. Peut-être les moines le garderaient-ils pour le remercier? Puis, juste avant minuit, il s'allongea pour se reposer. Les yeux fermés et déjà presque endormi, il se rappela soudain les paroles du vieux supérieur. La nuit fuit les trop grands lieux, une humble chambre vaudra mieux. Dans un sursaut, il s'éveilla. Le vieux temple était vaste et mystérieux, et la peur l'envahit. Vite, il se leva et chercha pour y dormir une pièce plus petite. Finalement, au bout d'une galerie, il découvrit une petite chambre vide, fermée par une porte à glissière. Camille y entra, se pelotonna dans un coin et sombra dans le sommeil. 1 heure avant l'aube, une immense ombre noire se profila sur le mur du temple et toutes les lampes dorées s'éteignirent à la fois. Un instant plus tard, d'effroyables sifflements et des cris stridents éveillèrent Camille. Il se tapit dans son coin, sans même risquer un coup d'œil à travers la porte coulissante. À peine osait-il respirer. Les affreux hurlements s'amplifièrent, bientôt tant et tant qu'il lui sembla que le temple entier frémissait de terreur. Enfin, le vacarme cessa. Pendant le long silence qui suivit, Camille demeura absolument immobile dans son refuge jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil éclairent la petite pièce. Alors, il se mit debout et se glissa sans faire de bruit hors de la chambre. Arrivé dans le temple, quelle ne fut pas sa stupéfaction. Devant les paravents, le monstrueux rat maléfique gisait mort dans une mare de sang. Camille, incrédule, ne remarqua pas tout de suite que les chats qu'il avait peints avaient l'air de se lécher les babines. Ces chats avaient tué leur rat maudit. Et le conseil du vieux moine lui avait sauvé la vie. Le chien de berger. Le troupeau ne craint pas la nuit, car Bruno, le chien de berger, est là pour le protéger et veiller sans faire de bruit. Aucun agneau n'ose s'enfuir, ni vagabonder sous la lune. Bruno ramène sans rancune celui qui veut désobéir. L'hiver, sous leur chaud pelage, les moutons affrontent la neige. Ils ne redoutent pas les pièges, Bruno les garde sans dommage. De temps à autre, quand tout dort, Bruno aboie dans le silence pour affirmer sans insolence qu'il est fort content de son sort. Tous les chiens du voisinage lui répondent à qui mieux mieux.
Et chaque fermier, jeune ou vieux, sait que tout va bien sur l'alpage. L'arbre qui chantait. Il y a très longtemps, un vieux sorcier entreprit un long voyage. Un jour qu'il avait tant et tant marché qu'il ne sentait plus ses pieds, il décida de chercher un endroit pour se reposer. C'est alors qu'il entendit soudain chanter. Ce n'était pas un chant comme celui des oiseaux, ni comme celui du vent à travers les feuilles, mais une voix claire qui prononçait des mots qu'il ne comprenait point. Poursuivant son chemin, il arriva dans une clairière. Juste au centre se dressait un arbre majestueux dont les feuilles brillaient au soleil. On eût dit qu'il était en or. Alors, le sorcier entendit à nouveau le chant, mais cette fois plus fort que précédemment. Regardant tout autour de lui, il ne vit personne. Il n'y avait là que les branches dorées de l'arbre, plus quelques souris grises qui couraient dans l'herbe. Le sorcier s'assit contre l'arbre pour souffler un peu. Il songea qu'il serait sage de piquer un petit somme avant de continuer sa route. Mais le chant le tenait éveillé. Énervé, il regarda encore autour de lui sans rien remarquer d'anormal. « Il faut que je trouve ce chanteur, » se dit-il. « J'aimerais bien qu'il se taise pour que je puisse me reposer. » Le vieux sorcier se leva et observa les alentours à travers le feuillage de l'arbre. Ce faisant, il posa ses mains sur le tronc et sentit l'écorce vibrer. Il comprit alors que le chant provenait de l'arbre lui-même. « Tiens, cela fait bien longtemps que je n'avais plus entendu un arbre chanter, grommela-t-il. Mais par chance, je connais encore le moyen de le faire cesser. » Il sortit de la poche de son manteau un long morceau de corde et le lança en l'air, tout en marmonnant une formule. La corde se tortilla quelque peu, puis s'enroula 2 fois autour du tronc. Le sorcier prononça ensuite d'autres mots magiques, puis il termina en faisant un gros nœud dans la corde. Aussitôt, le bel arbre d'or cessa de chanter. « Je vais enfin pouvoir me reposer, » soupira le sorcier avant de s'allonger dans l'herbe. Mais il découvrit alors des rubans de fumée qui se dégageaient des racines de l'arbre. Peu à peu, la fumée s'épaissit jusqu'à former un gros nuage gris qui changea progressivement de couleur. Il devint d'abord gris foncé et puis noir. Tout à coup, il se mit à tournoyer sur lui-même et se transforma en un hideux génie aux longues oreilles, avec un gros nez bourgeonnant de verrues, des bras démesurés et des mains larges comme des pelles. « Ha ha ha! Hi 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 !» ricana le génie. « Quel stupide sorcier tu es! Il y a des années, un de tes confrères m'a enfermé dans cet arbre. Mais maintenant que tu lui as cloué le bec, je suis libre et j'ai fort envie de te dévorer. » Ce disant, le génie saisit le vieux sorcier par la barbe. Heureusement, ce dernier savait que les esprits des bois sont toujours idiots. Et celui-là semblait encore plus bête que les autres. « Vas-tu me faire mijoter ou rôtir ?» demanda-t-il au génie. « Tu sais que les vieux sorciers ne se mangent pas crus. Tu aurais des crampes d'estomac. » L'affreux génie réfléchit quelques instants. « Je vais faire un grand feu et t'attacher à une branche. Ensuite, je te ferai rôtir au-dessus des flammes, » déclara-t-il tout content. « Mais je vais m'enfuir pendant que tu allumeras le feu, » insinua le sorcier. « C'est vrai, » admit le génie. « Je vais... » « Pourquoi ne me ligotes-tu pas » suggéra le sorcier. « Ainsi, je serai incapable de fuir. »« Très bonne idée » s'exclama le génie. « Mais à quoi donc vais-je t'attacher ?»« À cet arbre, bien sûr, » répondit le sorcier. « Utilise donc la corde que j'avais enroulée autour du tronc pour le faire taire. » Convaincu, l'esprit des bois alla détacher la corde. Il commença par défaire le nœud, tout comme le sorcier l'avait espéré. En effet, dès que la corde eut été dénouée, l'enchantement se trouva rompu. L'arbre se remit à chanter et le génie de violet qu'il était vira au mauve foncé. Puis, très lentement, il se transforma en fumée noire, puis en fumée grise, pour disparaître enfin en mince ruban de vapeur blanche. Le sorcier remit alors la corde dans la poche de son large manteau.
Avant de se remettre en route, il prononça quelques mots magiques et ni bête ni homme, pas même un sorcier, ne revit jamais le génie des bois. Les polisseurs du salon Lavoir. Allons, il est grand temps d'aller dormir, soupira Madame Blanche, la propriétaire du lavoir au beau linge. Tout en bâillant, elle déposa sur le sol un bol de noix et de raisins secs destiné aux gentils petits polisseurs qui vivaient sous les machines à laver pour les entretenir. De l'autre côté de la rue, Monsieur Souillon, le patron du lavoir rival, balaya rageusement toutes les saletés qui traînaient dans son salon. Il n'y laissa qu'un reste de croquettes en songeant « C'est bien assez bon pour les odieux polissons qui habitent sous mes machines. » À minuit précis, au beau linge, toutes les portes des lessiveuses s'ouvrirent afin de livrer passage aux polisseurs. Ceux-ci, en chantant, nettoyèrent soigneusement tous les appareils et effectuèrent les réparations nécessaires. Puis, ils dégustèrent les noix et les raisins secs avant d'enfiler des patins à roulettes pour danser sur la très joyeuse musique d'un petit transistor. Quelques semaines plus tôt, un d'entre eux avait récupéré ce dernier sur une poubelle. Quelqu'un l'avait jeté au rebut parce qu'il ne fonctionnait plus bien. Mais les polisseurs l'avaient réparé et Plumeau, le plus inventif de tous, avait réussi à bricoler des patins pour chacun. Pendant ce temps, en face, les polissons se battaient affreusement autour des quelques bouts de croquettes laissés par M. Souillon. Brusquement, leur chef, polisson numéro 1, ordonna « Allons, cessez, et écoutez-moi, j'ai un plan pour supprimer les polisseurs. » À cet instant, au beau linge, Savonnette, un autre polisseur, s'écriait « Regardez, je vais patiner en marche arrière, les yeux fermés. » Mais, hélas, il n'avait pas vu que Plumeau, qui avait repris son travail, s'employait à astiquer l'une des machines. Il dévissa le bouchon de l'écoulement juste au moment où, les yeux fermés, le pauvre Savonnette se dirigeait en toute quiétude droit vers le trou. « Attention, Savonnette !» hurlèrent ses camarades, mais trop tard. L'infortuné avait disparu. « Tu ne t'es pas fait mal ?» appela son ami Raclette en se penchant au-dessus de l'ouverture. « Non, je ne crois pas », bredouilla Savonnette, qui avait eu très peur. Plumeau, lui, s'occupait toujours de la machine. Il n'avait même rien remarqué. Il fourra le tuyau de la lessiveuse dans la conduite d'écoulement et ouvrit le robinet. « Au secours !» cria Savonnette, tandis qu'une cascade d'eau déferlait sur lui et l'entraînait vers l'égout. Finalement, Plumeau songea à fermer le robinet. Savonnette se releva très péniblement et regarda autour de lui. Dans le lointain, il aperçut un rond de lumière. Ce devait être le début de la conduite. Savonnette se dirigea vers la sortie, mais il émergea dans une pièce remplie de lessiveuses. Et à sa grande frayeur, il comprit qu'il se trouvait dans le lavoir de M. Souillon. Aussitôt, il fit demi-tour. Mais, tandis qu'il redescendait dans la conduite, il entendit la voix de polisson numéro 1. « Voici notre nouvelle arme. Ce canon ne lance pas des obus, mais des litres de graisse. Demain soir, nous investirons le beau linge et nous y arroserons toutes les machines. Le lavoir devra fermer ses portes et tous les clients viendront chez nous. Ainsi, M. Souillon gagnera plus d'argent et il nous donnera davantage à manger. La vie chez lui sera moins pénible et nous n'aurons plus de rivaux. » À ces mots, les autres polissons se mirent à danser et à chanter. « Nous chasserons les polisseurs en les arrosant sans douceur avec notre canon graisseur. »
C'est affreux, pensa Savonnette. Il faut que je prévienne les autres avant qu'il ne soit trop tard. Et il courut à toute vitesse dans la conduite pour aller avertir ses amis les polisseurs. Arrivé à son point de départ, il remonta à la surface et lança un coup d'œil circonspect avant de sortir. « Enfin, soupira-t-il, me voilà chez moi. » Les autres polisseurs ne le virent pas tout de suite, car il pleurait à chaudes larmes. « Il était si gentil, » gémissait Plumeau. « Toujours si gai, tellement serviable, » reniflait Raclette. « Et il était tellement intelligent, et il patinait si bien, » ajouta Savonnette, en se hissant hors du trou sans faire de bruit. Surpris, les policiers se tournèrent tous vers lui. « Oh, il est revenu, il est vivant !» Tous voulurent lui serrer la main, mais le courageux Savonnette les interrompit. « Je viens du lavoir de Monsieur Souillon, et j'ai, sans me faire remarquer, entendu ce que les polissons avaient l'intention de faire. » Et il se mit à leur parler du canon et de la graisse. Les polisseurs réfléchirent un moment, puis Ballet, le plus vieux d'entre eux, déclara « Écoutez-moi tous, j'ai une très bonne idée. » Le lendemain soir, les polissons sortirent de leur machine, comme prévu, et ils se préparèrent à l'attaque. « N'oubliez pas vos casques !» hurla polisson numéro 1. « Les polisseurs ne sont pas des lâches, ils se défendront. Mais ils n'ont aucune chance de gagner, bien sûr !» s'empressa-t-il d'ajouter tout en escaladant son fameux tank. Les autres polissons se mirent en marche derrière lui et tous traversèrent la rue en vociférant « À bas les polisseurs !» Cependant, au beau linge, le transistor marchait à plein tube, mais on ne voyait que 3 petits polisseurs. Soudain, la porte du lavoir s'ouvrit avec fracas et tous les polissons s'élancèrent à l'intérieur en proférant des insultes. « Sale polisseur !» menaça polisson numéro 1. « Disparaissez de ma vue et n'essayez pas de résister ou vos belles petites têtes seront laquées de graisse !» Et le tank fonça droit sur les machines impeccables de Madame Blanche. « Arrêtez !» gronda Ballet, qui s'était perché au sommet d'une des lessiveuses. « Vous feriez mieux de rentrer chez vous, affreux polissons, car vous allez voir de quoi nous sommes capables. » Pendant qu'il parlait, les autres polisseurs montèrent tous sur les machines à laver. Chacun d'eux tenait dans ses mains un long tuyau d'arrosage. « Feu !» ordonna Ballet. Plumeau poussa sur un bouton, faisant jaillir une mixture savonneuse que les polisseurs dirigèrent vers les polissons. « Au secours! Nous devenons propres !» hurlèrent ces derniers affolés. Et ils se précipitèrent dans la rue. Comme le savon atteignait le tank, polisson numéro 2 fut si surpris qu'il actionna 2 leviers en même temps. Du coup, l'engin retourna d'où il venait en crachant de gros jets de graisse noire. Les polissons essayaient vainement de rentrer dans leur lavoir. Ils pataugeaient dans cet infernal magma qui, bientôt, recouvrit tout chez M. Souillon. Le lendemain, en arrivant au salon, le patron ne put en croire ses yeux. « Ah, polisson !» gronda-t-il. « Que m'avez-vous fabriqué là ?» S'élançant vers les lessiveuses, il glissa dans la graisse et s'écrasa contre une des machines. Lorsqu'il parvint à se relever, il se mit à secouer tous les appareils. Les polissons n'osaient pas sortir de chez eux. À bout de souffle, M. Souillon donna de rage un dernier coup de pied dans un des séchoirs. Mais il ne réussit qu'à se faire mal aux gros orteils. « Aïe !» gémit-il en sautillant sur un pied à travers la lavoir. « Vous ne perdez rien pour attendre !» tonna-t-il à l'adresse des polissons. « Vous n'aurez plus rien à manger pendant 1 mois !» Madame Blanche, à son tour, ouvrit la porte de son salon. En face, elle entendit M. Souillon hurler. « Que lui arrive-t-il donc ?» se demanda-t-elle. Mais il lui fallait se mettre au travail. Les clientes se pressaient déjà à l'entrée.
La marchande de fleurs. Chaque matin, la douce vieille, toute menue sur le trottoir, timidement vient s'installer. Sur sa jupe et son châle bleu courent des fleurs en guirlande. Parfois, la pauvre marchande, sur sa chaise, fermant les yeux, se laisse aller à somnoler. Mais dans son panier, on peut voir des bouquets en toute saison. Au printemps, ce sont des narcisses et des tulipes jaunes et blanches. En été, elle vend des roses, 1000 couronnes à peine écloses. En automne, elle offre des branches de hêtre roux et des iris. Et quand vient l'hiver à foison, le hou rutile en sa corbeille.